vous mettez pas, vous n'êtes plus obligé de les mettre. Nous, on en met, vous en mettez si vous avez envie, il n'y a aucun souci. Bienvenue pour cette présentation d'agilité at scale. On va voir ce qu'il y a de caché derrière. Bon, on va faire... Oui, merci. On va faire rapide. Je te demandais juste du coup d'appuyer sur une touche, tu vas être mon... comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de venir, on va certainement filmer... Alors ça, c'est surtout cette partie-là, photographier plutôt de derrière. Si vraiment vous ne voulez pas apparaître sur les photos, dites-le nous tout de suite, comme ça on s'arrangera pour faire des prises de vue plutôt qui vous arrangent. Mais bon, ouais, on ne va pas non plus faire 50 photos, on vous rassure. On fait une petite collation pizza à la fin. Qui est intéressé pour rester manger part de pizza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est toi qui calcules après, tu fais les règles de 3 multiplié par 10 divisé par 5, c'est ça? Ok, super. Merci. Nos sponsors, sinon sans qui on ne pourrait rien faire. Donc MAM, le lieu qui est ici, qui nous est gracieusement prêté par MAM pour faire tous nos meet-up. Ce soir, il y a un gros événement. C'est pour ça qu'on a pris cette salle-là, pour être un peu plus au calme pour ceux qui avaient participé à l'événement où il y avait un concert classique en même temps. C'était un peu plus compliqué. Donc là, ici, on est bien. À Citop et à Sensi qui nous accompagnent depuis le début, avec qui on peut manger et faire venir des speakers. Merci à eux. Les prochains événements de TEDx, il y en a beaucoup. Je vais faire un zoom, je vais prendre juste un petit peu plus de temps que d'habitude sur la partie tremplin pour vous expliquer. C'est pas officiel, mais a priori, le meet and greet aura bien lieu au Devox. Je ne ferai pas le jeu de mots Padix. Du coup, normalement, on devrait être pris pour faire un BOF. Donc, je ne sais pas encore exactement les contours du BOF au Devox, mais l'idée, c'est qu'on va se réunir le jeudi soir, essayer de discuter un peu et puis de profiter d'une salle du Devox pour faire un peu connaître TEDx. Donc, si vous êtes au Devox, passez nous voir jeudi soir. Il y aura normalement à manger, à boire et du TEDx. Donc, tout pour plaire. Je reviendrai au 3 mai sur le tremplin des speakers. Le 31 mai, on reçoit Benjamin Dovissa qui va nous parler d'agilité et comment l'agilité a sauvé sa vie, si je me souviens bien. À son profil atypique. Et on finit par Aurélie et Horatio qui viennent nous faire un talk plutôt décalé, mais quand même sérieux. Je vous le conseille, moi je l'ai déjà vu, je ne sais pas parce que maintenant ce sont mes collègues, sur qu'est-ce que c'est qu'un DevRel, qui nous permet d'avoir un peu tous les stéréotypes, mais aussi ce qui est caché derrière, donc c'est super intéressant. Du coup, je reviens sur le tremplin des speakers. Le 9 et 10 juin, il y a une conférence qui se fait dans un camping de Morbihan, qui s'appelle le camping des speakers, qui est organisée sur 2 jours. Une conférence qui a des formats classiques de talk, avec slides, avec démos si vous avez envie, et un format un peu particulier qu'on appelle le slide lace, donc un peu genre autour du feu de camp. C'est sur 2 jours, il y a l'hébergement, il y a tout ça. Et pour aider aussi les jeunes speakers à se lancer, notamment avec Jordan qui fait partie de Craft Records, si je n'écorche pas l'association, on met en place en fait ce qu'on appelle un tremplin. Donc c'est le 3 mai, des jeunes speakers ou speakers qui auront proposé un sujet, on les coach pour la partie déjà création du ce qu'on appelle le CFP, donc pour pouvoir proposer un sujet, et on les accompagne pour créer leur talk, l'améliorer, pour qu'après, durant cette soirée, en fait, on fait un This is the Voice, c'est-à-dire qu'il y aura 8 talks qui seront présentés, 4 slide-lace, 4 avec slide, pardon, et à chaque fois, le meilleur des deux types de talks, voté par le public, a gagné sa place de speakers ou speakers au camping des speakers. Le CFP, entre guillemets, même si au final toutes les propales vont être quasiment prises pour le tremplin, il est jusqu'au 26 mars pour proposer des sujets au tremplin, où là déjà on va accompagner les personnes à améliorer leur descriptif. Mais vous pouvez, si vous avez envie, ou vous pouvez en parler dans vos sociétés, si vous savez qu'il y a des speakers en herbe qui sont un peu déçus, par exemple, de jamais avoir été pris, ou des choses comme ça. Et voilà, c'est une bonne occasion. Ça se fera à Tours, au HQ, pas à MAM, parce que pour des raisons de praticité par rapport à la gare, vous savez qu'ici, pour venir se garer et tout ça, donc comme on va potentiellement avoir 8 ou 10 ou plus speakers, il fallait qu'on trouve un endroit pas trop loin de la gare de Tours. Donc voilà, n'hésitez pas à passer le mot, ce sera gratuit comme d'habitude. Et si vous voulez participer en tant que votant ou en tant que speaker, vous êtes les bienvenus. Nous, pour finir, donc Fanny et moi, on est co-créateurs de TEDx. On peut nous joindre sur tout ça, notamment si vous avez des questions sur la partie tremplin des speakers. On fait toujours un petit coucou à Roxane, qui est la personne qui nous a fait toute l'identité graphique de TEDx et qui est une super et community manager et graphiste. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin. En plus, c'est une tourangelle, donc autant travailler avec elle.
Et donc du coup, je vais te passer la main, François, pour la soirée. François nous a dit qu'il aimait bien le côté interactif, donc si vous avez des questions, des remarques ou des choses, n'hésitez pas à l'interrompre, je parle surtout contrôle. Moi, je suis pas très à l'aise avec le truc où je vais parler pendant une heure et vous me regardez. Je préfère quand c'est un peu plus spontané que ça. Donc n'hésitez pas à me couper, je vais peut-être dire des conneries pour me reprendre, il n'y a pas de souci. Voilà, Je le prendrai très bien. super. Peut-être tu le mets où tu veux. De m'avoir invité à venir là. Donc moi je m'appelle François, je suis architecte solution à la Maïf. Je suis pas du tout un dev ou quelque chose comme ça, j'ai jamais aimé développer. Par contre j'aime bien tout ce qui est système d'information, histoire des systèmes d'information, la complexité que ça a de faire évoluer un système d'information qui est plus ou moins âgé. Donc vous allez voir avec la Maïf on est servi sur ce sujet-là. J'ai plutôt fait, moi, au départ, de tout ce qui est administration système, administration de base de données, que ce soit de l'Oracle, même des choses assez compliquées dans tout ce qui est informatique décisionnelle ou analytics. Et très vite, j'ai été vers la vue par le côté prod de l'entreprise, en fait, production, donc opération, je ne sais pas comment on dit maintenant. J'ai été amené à vite prendre du recul sur le système d'information dans sa globalité. Et du coup, c'est ce qui m'a amené un peu à devenir architecte solution. En gros, la mission à la Maïf, c'est de faire des nouvelles choses, mais comment on les branche aussi sur ce qui existe. Et du coup, faire quelque chose de nouveau dans son coin, c'est super facile. Par contre, le brancher sur ce qui existe, c'est pas si simple que ça. Je m'occupe aussi à la Maïf d'une nouvelle initiative qu'on a lancée en 2018, qui est toute la partie éditeur open source, donc OSS by Maïf. Donc je ne suis pas tout seul à m'en occuper, mais on est une équipe de 3 responsables. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on édite des logiciels comme Autoroshi, Zanami, qui sont des trucs un peu une boîte à outils pour gérer une ferme de microservices. Et aussi, par exemple, Mélusine, qui est un truc d'intelligence artificielle qui permet de qualifier des emails suivant leur contenu et de les router comme il faut, suivant le métier, en y accolant des règles de gestion métier, enfin tout un tas de choses. Moi, je ne peux pas trop parler de Mélusine parce que l'IA et les TensorFlow, j'y connais un peu rien. Mais si vous êtes intéressé, je vous donnerai des contacts, il n'y a pas de souci. J'ai un Twitter aussi, du coup, que ça ne sert pas à grand chose parce que, à part liker les victoires de Marseille et les défaites de Paris, je ne fais pas grand chose. Du coup, on va parler du cœur du sujet de ce soir, c'est l'agilité at scale. Alors, le at scale me fait rire, je l'ai mis entre guillemets parce que les anglicismes me font beaucoup rire. En gros, le but de. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça, moi, parce qu'à la Maïf, on est dans une transformation agile, transformation numérique depuis pas mal d'années. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça. J'avais jamais trop trouvé comment aborder le sujet. Et en fait, je me suis dit que le retour d'expérience, quand je participe à des confs, j'aime bien que ça soit des retours d'expérience avec des vrais cas concrets et pas juste de la théorie. Donc du coup, je suis parti vers cette forme-là. Qui dit retour d'expérience, ça veut dire que c'est très subjectif, c'est mon expérience personnelle. Je donne pas, pardon le micro, je donne pas le point de vue de la Maïf sur l'agilité, je donne mon point de vue à moi. Faut bien le. Parce que ça peut arriver que je sois pas d'accord avec ce qu'on a fait, ça arrive. Et c'est dans un contexte de grand groupe. Alors du coup, chez Harmonie, je pense que ça va être assez proche. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en termes de taille, mais c'est vraiment pas l'agilité dans une entreprise n'a rien à voir si on est 10 ou si on est 3000. Quoi. Enfin, c'est un des trucs majeurs. Donc ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, c'est on va parler d'agilité, donc dans le contexte d'une grande entreprise, et on va se demander déjà pourquoi on fait de l'agilité, à quoi ça sert, parce que c'est pas juste, il y a bien une raison pourquoi on fait de l'agilité, il y a dans quel contexte on le fait, à la Maïf, dans mon cas à moi, dans mon contexte, et comment pour moi, comment faut s'y prendre pour la mettre en œuvre et efficacement, et ne pas louper des trucs en route. Donc ça va être la partie un peu plus intéressante en fin de présentation, pardon. Et du coup, on va parler d'agilité et on va parler d'échelle. Mais échelle dans le sens déploiement de l'agilité sur l'ensemble de l'entreprise, dans l'organisation, dans l'architecture du système d'information. C'est vraiment pour moi, la transformation agile d'une entreprise, c'est à la fois humain et technologique. C'est pas juste on met des Scrum Masters, on change les noms de postes. Il y a vraiment un changement fondamental et dans la posture de chacun, mais aussi dans la façon dont on a de construire des solutions informatiques. Donc encore une fois, coupez-moi, hein, n'hésitez pas. Si je parle trop vite aussi, vous me le dites. Ça m'arrive assez souvent. Je vais sûrement pas vous parler de méthode, par contre. On va parler donc d'agilité sans parler de méthode. Ça paraît un peu con. Mais moi, j'ai la conviction que l'agilité, déjà à la base, c'est de savoir changer sa méthode tout le temps pour s'adapter toutes les évolutions de contexte qu'il y a.
On est dans un monde très mouvant côté informatique, surtout en ce moment. Et l'agilité, c'est de pouvoir s'adapter tout le temps à ce qui change. C'est pas d'appliquer de façon dogmatique des principes qui sont écrits par un autre il y a 15 ans. Enfin, je ne crois pas en ça. Les histoires de forcément faire des histoires d'utilisateurs, des backlogs, des machins, je sais très bien, mais ça occupe des gens, c'est le principal. Mais je ne pense pas que ça soit décisif en fait, dans la façon de faire de l'agilité. C'est un moyen d'y accéder, c'est pas décisif dans la façon de l'appliquer dans une entreprise. Les Scrum Masters, enfin, c'est utile pour animer des équipes, mais je ne pense pas que ça soit fondamental dans une transformation agile. Surtout que maintenant, les compétences d'agilité, de management de l'agilité, en fait, elles sont très transverses. Un développeur aujourd'hui sort d'école, il sait faire de l'agilité. Il n'a pas besoin d'un Scrum Master. Je n'ai rien contre les Scrum Masters personnellement. C'est juste que je trouve que c'est des compétences qui devraient être distribuées dans les équipes et pas forcément portées par une personne. Non, mais enfin, toi, c'est utile hein, d'avoir des gens qui savent animer des équipes et tout comme ça, mais je pense que fondamentalement, on sera agile quand les gens sauront le faire eux-mêmes sans avoir de coach. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que le rôle doit être distribué tu sais, sur chaque personne. Du coup, on ne parlera pas de méthode, mais on va parler d'agilité, mais on va parler d'agilité en termes d'architecture, comme je vous disais, en termes d'organisation. L'architecture, c'est comment on articule entre eux des composants techniques et technologiques qui servent à une fonctionnalité métier. Donc c'est comment on les branche, comment on les fait communiquer, comment on les fait entrer en cohérence l'un l'autre. Et l'organisation, c'est comment on articule des rôles et des compétences qui sont portés par des hommes et des femmes pour porter à bien une mission donnée. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une certaine symétrie entre l'orga et l'architecture. Et qu'un mauvais choix d'archi entraîne un mauvais choix d'orga, et l'inverse est tout à fait vrai aussi. Typiquement, on fait des fois des choix d'architecture en fonction de l'organisation des équipes, et ça c'est complètement con, mais c'est assez naturel en fait. Mais comme on peut faire aussi des choix après d'orga parce que le SI est fait comme ça. Et dans chaque cas, ça peut s'expliquer, mais ce n'est pas les bonnes raisons de faire ce choix. On va parler donc vraiment architecturisation, c'est mon domaine de prédilection en gros. C'est ma zone de compétence, ma zone de confort. Donc j'y reste dedans, ça me va très bien. On va commencer, comme je disais, sur pourquoi on va vers l'agilité. Parce qu'on oublie un peu, en fait, encore une fois, je vais parler au nom de moi à la Maïf. De ce que je comprends de l'agilité, c'est que ça fait un moment que ça existe l'agilité, donc on capte ça un peu en retard en France, mais en fait, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'agilité. C'est pas juste pour faire comme la Silicon Valley, quoi. Oh, pardon, j'étais un peu vite dans mon slide. On ne fait pas juste de l'agilité parce que des cabinets de consultants nous disent de le faire. Il y a un vrai enjeu de transformation numérique où il y a une révolution des usages, des interactions entre l'entreprise et le client, qui fait qu'on doit pouvoir être beaucoup plus évolutif. On doit s'adapter aussi à des nouveaux acteurs, des nouvelles concurrences. Enfin, je pense dans le monde de l'assurance, on entend tous parler des arrivées d'Amazon, tout ça de Google, qui sont potentiellement nos futurs concurrents. On a aussi un truc qui est assez révolutionnaire, c'est que avant, on avait des systèmes d'information qui rendaient un service sur les heures ouvrées. On n'avait pas besoin de système d'information la nuit. Il y avait personne qui contactait la Maïf la nuit. Donc du coup, on s'est fait plein de facilités comme ça. On a des fenêtres batch, on appelle ça. Donc on a tout un confort de faire tourner la nuit des traitements qui peuvent rattraper les bêtises de la journée. Et avec l'arrivée des nouveaux canaux numériques, en fait, que ce soit le téléphone, enfin le mobile ou le web, eh bien, en fait, il faut que notre SI soit dispo 24/24. Et ça change toute la donne. L'agilité, en fait, pour moi, ça, c'est un des trucs qui fait qu'on doit être agile, c'est qu'on doit être capable de faire évoluer notre SI super rapidement. Donc pour les nouveaux usages, pour les nouvelles offres, si on veut mettre aujourd'hui les monnaies qui arrivent dans le monde de l'assurance, ils sortent une offre tous les 3 mois de nouvelles assurances, quoi. Mais nous, si on veut faire ça, je peux dire qu'il faut qu'on s'accroche. Donc l'agilité est là pour servir ces besoins-là. C'est pas juste pour faire comme les autres ou pour faire un truc à la mode. Il y a vraiment un intérêt là-dessus pour être plus efficient, même plus accélérer le time to market, donc le temps de livraison en prod d'une nouvelle offre. C'est des choses qui sont il faut aller en fait, c'est pas une vue de l'esprit de faire de l'agilité, il y a vraiment un besoin derrière, et c'est même presque un enjeu à moyen terme qui est prépondérant pour l'entreprise, pour l'avenir de l'entreprise et sa survie. C'est le métier aussi qui pousse pour ce changement Je pense que si c'est juste technologique, enfin technique, ça sert à rien. Enfin, nous, notre but, c'est quand même de vendre des contrats d'assurance, et de faire de l'argent avec ça.
et de faire vivre des familles qui bossent pour la Maïf avec ça. Si on fait un choix juste technique parce que c'est cool de faire une nouvelle techno, ça ne sert à rien. Enfin, le but, c'est quand même que les gens je pense le boulot de n'importe quelle fonction support sur un siège comme Agnure pour la Maïf, c'est de faire en sorte que les gens dans le réseau, ils sont dans les meilleures conditions possibles pour faire bien leur métier et faire que l'entreprise boîte. Enfin, que l'entreprise déboîte, pardon, et soit en croissance, machin. Enfin, notre boulot, c'est pas juste de se faire plaisir à mettre des conteneurs Docker sur un Kubernetes. Notre boulot, c'est de faire marcher un truc pour que les gens, que ce soit les utilisateurs finaux sur Internet ou nos collègues gestionnaires, ils puissent bosser dans des bonnes conditions et rendre un service de qualité à nos clients. Surtout à la Maïf, ça c'est assez prégnant parce que c'est la priorité ultime en fait dans tous les discours de notre direction, tous nos discours stratégiques, c'est la relation client. Nous, ça fait 20 ans qu'on a le titre de la meilleure relation client dans l'assurance. Et ça, c'est vraiment la singularité Maïf. Pour moi, mon métier d'informaticien à la Maïf, c'est vraiment ça. C'est donner les moyens aux gens qui se mouillent dans le réseau de faire bien leur métier, quoi. Et du coup, quand ils se rendent compte que des trucs marchent mal ou que même qu'on prend 6 mois dans la livraison d'un nouvel outil qu'ils ont contribué à concevoir, parce que maintenant c'est ça, si on intègre les gens du métier dans la fabrication, et ben forcément ils se rendent compte qu'il y a un intérêt à devenir agile et c'est bien un besoin métier qui tire le truc. Si c'est pas de besoin métier, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Du coup, voilà, on parle des nouveaux canaux, la nécessité aussi d'avoir une expérience uniforme, qu'on passe d'un appel téléphonique en face à face à quelqu'un sur mon mobile. Tous ces trucs-là, c'est garantir la cohérence des données qui s'affichent sur mon mobile à celle que me dit mon gestionnaire sinistre au téléphone. Ça implique plein d'enjeux techniques, c'est des problématiques qu'on n'avait pas forcément avant. Et ça, c'est dans la définition des domaines métiers, des périmètres techniques, il faut absolument l'agilité pour pouvoir être performant là-dessus, quoi. Après, on ne fait pas de l'agilité juste pour... encore une fois, pour avoir les images un peu bateau du baby-foot dans l'open space ou les choses comme ça. Nos directions, si elles veulent de l'agilité, c'est parce qu'elles savent qu'au final, bien appliqué, c'est qu'on est plus performant et on fait plus de thunes. Enfin, c'est pas juste pour le bonheur des gens et des salariés. Faut pas non plus... Si on peut avoir ça en plus, c'est cool, mais je pense pas que ça soit le seul moteur. Donc on revient à la Maïf. Gros focus sur la Maïf, notre contexte à nous dans lequel on a voulu déployer l'agilité. Il y a un truc super important, c'est qu'on n'est pas une start-up, on n'a rien à voir avec une start-up. La Maïf, ça a plus de 80 ans, ça a été créé en 1934. C'est plus de 7000 collaborateurs dans toute la France, et Dom-Tom et tout. Enfin, on dit plus Dom-Tom, mais je ne me souviens plus comment on dit maintenant. C'est aussi une DSI d'à peu près 300 internes et presque autant d'externes. Donc ça fait quand même du monde à gérer. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, qu'on a un SI qui s'est construit à partir fin des années 70, début des années 80. Alors, au début, on avait des fiches cartonnées, on avait plein de choses comme ça. Et en fait, on a d'abord informatisé le cœur assurantiel, donc ce qu'on appelle le cœur yard. On a informatisé de quoi stocker nos contrats, de quoi stocker nos sinistres, de quoi automatiser un peu la gestion de tout ça. Au-dessus de ça, quelques années plus tard, on a voulu poser un outil de relation client. Donc c'était Cybelle du coup. Donc on a collé un CRM à côté. On a fait en sorte que ça marche les deux parce que des fois on se rendait compte que dans le CRM il fallait des règles qui venaient des contrats, mais du coup si on le mettait là, quand on met la règle métier, machin, on a mis des trucs à côté, on a fait communiquer ça marchait à peu près. Puis tout s'est plus ou moins mélangé dans le temps. On s'est rendu compte que pour que le CRM soit au courant qu'il y a un nouveau contrat, il fallait qu'il capte un message. Donc on a mis la règle de gestion qui dit qu'il y a un nouveau contrat dans un trigger Oracle sur la base Yard, alors qu'en fait c'est un objet CRM. Bon, voilà. Mais ça marchait, c'était robuste, il n'y a pas de souci. On a rajouté des SI, un SI pour la ressource humaine, un SI pour la compta, des progiciels pas toujours faciles à brancher les uns aux autres. Betari et plein de nouvelles technologies aussi, parce qu'au début il y avait 3 accès à la base Oracle, c'était cool. Après on s'est rendu compte qu'il y avait plein de transactions qui arrivaient en même temps, donc il y avait plein de conflits à gérer. Donc on a mis des moniteurs transactionnels, on a mis des ESB pour déclencher des ordres d'orchestration, machin, pour que tout se synchronise comme il faut. Et on a des règles de métier disséminées partout, sur le TIBCO, sur le Tuxedo, sur les bases Oracle, sur les applicatifs métiers aussi, carrément, enfin normal, c'est là qu'elle devrait être d'ailleurs.
Et du coup, on arrive à cette image que j'ai mis là, des stalagmites, où que sur 40 ans, ça s'est empilé, et on a des couches techniques et des règles métiers qui sont éparpillées partout. Et du coup, on ne construit pas un truc from scratch comme une startup. Hein. On est vraiment dans un truc, un héritage. On parle de legacy du coup, mais c'est assez juste. Et on a donc des couches métiers qui sont un peu partout. On a aussi des traitements qui tournent la nuit, qui refont des traitements métiers par-dessus ce qui se passe déjà. Donc on a le COBOL du CureYard dont j'ai parlé, on a un coup du Java, on a un coup des progiciels comme Sibel qui ont eux-mêmes leur propre fonctionnement. Et il faut faire marcher tout ça. Et si après on se rend compte un jour qu'on doit rénover notre offre, par exemple, pour assurer les véhicules, les voitures, on se rend compte que ça fait 30 000 jours hommes, 4 ans de développement et tout, pour juste faire évoluer un contrat. Donc on est vraiment dans ce contexte-là à l'heure où on veut mettre l'agilité à la manif. C'est vraiment même au niveau, en termes un peu de processus aussi, on a un héritage d'une logique utile qu'on a voulu mettre en place, qui est inspirée de l'industrie. Avec le recul, c'est beaucoup trop rigide pour le tertiaire, et ça ne colle pas avec l'agilité non plus. On avait aussi des logiques d'externalisation dans des centres de services. Du coup, ça sert à rien. C'est un tue à agilité, quoi. Quand tu es obligé de passer commande, de tout tracer ce que fait tous les mecs et qu'ils n'ont même pas de nom, qui doivent. Ça pose. On était vraiment au moment de décider, je crois que c'est vers 2018-2019, de faire ce virage vers l'agilité au niveau de l'entreprise. On est vraiment dans une situation qui ne le permet pas en fait. C'est pas simple, ça va être le bordel. Et du coup, alors j'avais repris cette image parce que moi, elle me fait marrer. Je me suis dit, tiens, s'imagine là comment dire, ça serait les domaines métiers des périmètres techniques de la Maïf, et qu'en gros, il faudrait que la nana elle pose, pour faire une nouvelle offre, il faudrait qu'elle branche son pied gauche sur un rond vert. Et là, tu te rends compte qu'elle est obligée de déplacer le bras du mec, le pied du mec, et qu'en fait, tout s'entrechoque, et qu'en fait, on n'arrivera jamais au but. Et la situation des systèmes d'information après 40 ans, je pense que c'est pas propre à la Maïf, c'est beaucoup cette image-là, elle la représente assez bien en fait. Tu peux pas bouger un petit doigt sans que tu aies 30 000 trucs à changer à côté, quoi. Et faire les études d'impact, c'est très compliqué, il y a toujours des choses qui ne se voient pas. Mais après, encore une fois, c'est pas une remise en cause de ce qui a été fait, parce qu'à chaque fois, ça a été fait pour des bonnes raisons, et ça a marché, parce qu'encore une fois, on est des boîtes qui sont encore là, qui font de l'argent, qui font vivre des gens, donc faut pas perdre le mérite de ça. Mais aujourd'hui, ça arrive dans une situation super difficile, et les nouveaux enjeux liés, comme on a dit tout à l'heure, liés à la transformation numérique font que c'est très compliqué, et il faut changer les choses, quoi. Donc après l'archi, on va aller vers l'organisation. Donc pareil, en orga, on n'est pas du tout une start-up, on n'est pas une équipe de 8 avec 4 stagiaires et 2 cofondateurs. On est beaucoup plus nombreux, avec des profils super variés, des profils de gens super motivés, d'autres un peu moins, parce qu'ils ont 30 ans de boîte, ils ont fait 6 réorg, ils ont commencé à pas trop comprendre ce qu'on leur demande. Ça s'explique à chaque fois, mais ce qui fait que dire aux gens, on va devenir agile comme ça du jour au lendemain, je pense qu'il y en a beaucoup, ça les a fait marrer. Ça fait 20 ans qu'ils bossent d'une façon, on ne les fait pas changer comme ça, et c'est normal. Donc dans cette espèce d'orga, là, moi je suis parti du principe alors j'ai repris le principe d'entropie que j'ai un peu mis à ma sauce, c'est que dans un système donné, plus tu as d'éléments hétérogènes, plus c'est le bordel en fait. Et c'est tout à fait ça l'organisation des grands groupes. On ne tirera jamais 100% d'une personne quand on est 7000, c'est pas possible. 100% de tout le monde, je veux dire. Il faut accepter que plus on est nombreux, plus la valeur moyenne qu'on tire de chacun est baisse en fait. Mais ça faut l'admettre, et même quand on fait de l'agilité, il faudra admettre que ça ne marchera pas partout, et qu'il y en a certains, c'est juste ils louperont le virage, et c'est comme ça. Faut accepter l'échec aussi, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette question. Ouais, c'est ça, il faut vraiment accepter le fait qu'il y en a qu'on va devoir impliquer dans le travail autrement, parce qu'ils ne seront pas réceptifs à ça, et on ne pourra pas emmener tout le monde. Ça, moi, j'ai du mal à l'accepter au départ, typiquement. Mais bon, faut accepter. Donc, je reprends une citation d'un célèbre tenancier de bordel de Game of Thrones. En fait, l'idée que le chaos, c'est une échelle, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise décision, le problème. C'est l'empilement de décisions qui avaient leur sens à une époque, mais 40 ans plus tard. C'est l'empilement de tout ça qui fait qu'on arrive à un récit super chaotique, un récit qui est devenu très dur à manipuler, très dur à faire évoluer. Et coûteux aussi, parce qu'il y a des coûts de licence, il y a plein de choses derrière qui sont... Mais c'est vraiment pas la faute d'un type qui a pris cette décision il y a 20 ans. C'est la succession de tous ces états, en fait, qui mènent à un état de bordel, quoi.
et un état de maintenance compliqué, la situation qu'on résume depuis tout à l'heure, quoi. Vraiment une situation où tous les périmètres métiers et les périmètres techniques sont mélangés. Et du coup, comment dire, moi j'ai vraiment eu, avec le recul, là, la Maïf, j'ai vraiment ça, c'est vraiment des points que je ne m'étais pas forcément soulevé au départ de nos aventures un peu. Et c'est vraiment avec le recul qu'on se rend compte, en fait, c'est normal que ça ne soit pas si simple de faire de l'agilité dans des grandes entreprises. Il y a plein de cas pour ça. Du coup, je vais passer à la partie plus mise en œuvre, ce que j'estime important pour une boîte comme la Maïf d'avoir à faire quand on veut mettre de l'agilité. Parce que déjà, on a fait l'état des lieux, le contexte, maintenant c'est vraiment comment la partie plus opérationnelle. Déjà, l'agilité exige parce que c'est super exigeant l'agilité. Faut pas croire que ça va être un peu, on va se la couler douce, quoi. C'est pas du tout ça et ça serait une grosse erreur de le croire. Déjà, en premier point, l'agilité, ça existe des outils adaptés. Je parle pas de Jira, de Trello, de machin comme ça. Je parle des outils vraiment, des outils d'informatique. En termes d'infrastructure, de gestion de son infra, si quand on a besoin d'une nouvelle machine pour déployer un truc, il nous faut 3 semaines pour la monter, on n'est pas agile, c'est pas possible. D'ailleurs, la réponse à ce problème d'infra, c'est pas forcément mettre tout dans le cloud, hein. Je ne suis pas du tout c'est pas du tout ce que je veux tirer comme conclusion. On peut faire des très bonnes informatiques, une très bonne gestion d'infra chez soi. C'est juste compliqué, mais on peut le faire. C'est aussi dans le développement, l'intégration et tout, de se donner les bons outils pour faciliter la vie du développeur, pour que le développeur soit dans les meilleures conditions pour créer de la valeur et si jamais il se plante, de pouvoir revenir en arrière et faire quelque chose. Donc ça implique l'automatisation du déploiement, des tests, enfin toutes les choses qui sont assez classiques maintenant. Et encore une fois, c'est pas forcément Docker la réponse à tout, c'est pas forcément mettre un cluster Kubernetes pour faire tourner 800 containers. C'est pas forcément ça la solution. Des fois, la plupart du temps, on n'a pas besoin de ça en fait. Mais c'est vraiment se poser la question de si je veux que mon équipe soit agile, est-ce qu'elle a les outils pour, est-ce qu'elle a les réflexes de travail pour. Typiquement, tout ce qui est DevOps, c'est primordial. Avoir cette culture de la prod dans une équipe. Anciennement, moi, à la Maïf, c'était ça. Je bossais à la prod justement. On avait des équipes des études qui faisaient des projets et puis que du coup, ils nous refilaient des clés à la fin. Démerdez-vous seuls. Et en fait, tu devais faire tourner un truc, tu ne savais même pas ce que ça faisait. Là, l'idée, c'est vraiment si on veut faire des équipes produits vraiment orientées sur les nouvelles features et tout, bah, c'est bien d'aller vite vers les features, mais il ne faut aussi pas perdre de vue que la compétence de faire tourner mon truc, de run, elle doit être aussi dans cette équipe-là, quoi. Et ça, c'est primordial. Faut comprendre ce qu'on fait et puis impliquer l'équipe dans la vie du produit, en fait. C'est pas juste je développe et puis je balance une feature sur une branche master et puis c'est fini, quoi. L'idée, c'est vraiment d'être responsable de ce que je fais et de le suivre dans le temps et d'avoir l'ambition de l'améliorer dans le temps, de mesurer si ça marche pas, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, c'est toute la démarche DevOps. On voit trop souvent l'erreur, je trouve, que le DevOps, c'est un métier, alors qu'en fait, non, c'est juste une façon de bosser, le DevOps. C'est d'appliquer à la partie opération la rigueur du développement avec le versionning des infra, choses comme ça, mais c'est même une posture à avoir pour ne pas être celui qui passe commande et celui qui exécute, quoi. Donc ça, je pense que c'est les premiers outils vraiment à avoir en main quand on veut faire de l'informatique agile. Après, il y a un autre truc qui est primordial. Je vais me rapprocher là de tous les concepts de domain-driven design. En gros, c'est que l'agilité, elle exige le découplage. C'est un découplage en termes de domaine métier et de périmètre technique. Pour un domaine métier, j'ai un périmètre technique borné et pas des trucs qui se mélangent. On va avoir une responsabilité sur un domaine métier qui est bien défini, avec l'organisation va s'appliquer comme ça, on va créer des briques techniques qui vont nourrir cette fonctionnalité métier. Et si besoin, on interagit avec un domaine métier extérieur, soit on lui donne accès à nos données, soit on lui permet de se mettre à jour avec nos données d'une façon asynchrone. Peu importe, à la limite, les solutions techniques, il y en a plein. Mais l'idée, c'est bien que chaque domaine métier ait un cycle de vie autonome, en fait, et qu'on puisse, le fameux livret petit, souvent, tout ça, ça dépend de ça, en fait. Si on a des domaines métiers qui s'entrecroisent, on ne pourra jamais livrer petit, en fait. Donc on ne pourra jamais livrer souvent. Donc l'idée, c'est de se forcer à ça, d'avoir ce découplage en tête, mais à chaque fois qu'on pense à un truc, il faut qu'on pense, écoute, moi, est-ce que je suis autonome? Est-ce que je peux le faire marcher de façon autonome, mon truc? Et sinon, qu'est-ce qui me manque pour ça? Donc c'est vraiment à la fois un découplage technique, vraiment en termes d'application de base de données, et à la fois en termes d'organisation et en termes de définition des règles métiers et de remplacement, à quel endroit on les met.
Ça, typiquement, c'est sans doute le plus dur aujourd'hui dans un SI comme la Maïf, parce que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a un gros bloc qui exécute plein de choses. Ça implique de mettre des coups de pioche dedans. Et par où on commence, par où machin, ouais. Et du coup, dans ce cas-là, c'est pas préférable de faire from scratch à côté, plutôt que d'essayer de déconstruire l'existant? Alors, on a fait un peu les deux. Le from scratch, c'est bien, mais encore une fois, le faire. Alors, nous, on a fait typiquement, pour from scratch, j'ai un exemple. En plus, c'est moi qui m'en suis occupé, donc c'est parfait. On a refait le référentiel personne de la Maïf. En gros, on s'est rendu compte qu'on avait un référentiel personne dans notre CRM, donc, et que le CRM avait son fonctionnement, il n'était pas vraiment interopérable, c'était un logiciel qui faisait son truc. Et nous, on avait besoin de plus en plus de partager notre référentiel de personnes avec des filiales, avec des partenaires. Et du coup, on a créé from scratch un nouveau référentiel de personnes. Et en fait, tu vas très vite quand tu fais ça. Par contre, tu vas pas vite pour brancher dessus tout ce qui est existant et qui utilise l'ancien référentiel personne. Tu as ce problème-là. Et quand tu as des gens qui sont déjà focus sur des roadmaps à 4 ans avec tant de features à faire et que tu leur dis « Attends, tu vas dépenser 100 jours pour faire mon truc, pour venir chez moi, alors que ça lui a pas... En valeur métier, ça lui change pas grand-chose quelque part. » Enfin, il s'en rend pas compte. Ben, il ne voudra jamais, quoi. Ils ne voudront pas payer faire le changement, donc c'est à toi... C'est assez compliqué. Et on a fait aussi le détricoter. En gros, c'était dans le domaine yard, du coup, dans la partie un peu paiement des intervenants extérieurs, c'est des auxiliaires, c'est-à-dire celui qui vient réparer ton dégât, en fait. On a fait en sorte que on sache qu'il faille enlever du gros monolithe et pour le faire à côté. Et du coup, ça a imposé... mais garantissant presque la transparence pour les briques qui consommaient ça. Enfin, ils n'ont pratiquement pas vu de diff. Ça, c'est bien, mais ça met très longtemps à être construit. Enfin, tu vois, je trouve que les deux ont leur façon de faire et je pense que j'ai pas de règle magique pour ça, quoi. Mais d'expérience, moi, le from scratch, c'est super parce que on va très vite, on a trop vite un produit qui marche bien et puis on est content de nous, mais en fait, on a du mal à le valoriser dans l'entreprise et à le faire utiliser, en fait. C'est a posteriori que c'est plus compliqué. Du coup, après le découplage, il y a un autre truc qui est super important, ça paraît débile, mais c'est qu'il faut se comprendre vachement en fait. Et ça d'ailleurs, agilité ou pas, mais c'est encore plus exacerbé par l'agilité. J'ai mis une citation de Brandolini, alors c'est un des mecs qui a inventé le DDD, quoi. Mais je la trouve assez bonne, c'est que c'est la compréhension ou l'incompréhension des développeurs qui est livrée en prod, c'est pas la connaissance des experts métiers. Et ça, quand on a tendance à... si on veut faire des équipes agiles et qu'on remet des 36 couches d'interprétation entre le besoin métier et le développeur, ben on a loupé sa transfo agile en fait. Alors, encore une fois, c'est pas personnel contre les concepteurs, j'ai rien contre les concepteurs, mais aujourd'hui, c'est des étapes qui, pour moi, doivent être inclus dans le processus de développement et dans le travail du dev. Parce que déjà, le dev doit s'imprégner du métier, doit comprendre ce qu'il code et quel service il rend à la fin pour pouvoir bien le faire. En fait. Encore une fois, les anciens modes où on passait des specs sous Word à des centres de service où les types ils devaient avoir une entrée A, une sortie B, puis ils ne savaient pas à quoi ça servait dans un tout machin. Ça coûte sans doute pas cher à construire, mais ça fait de la merde. Du coup, je pense qu'on en est beaucoup d'expérience, ça fait de la merde, de mon expérience. Peut-être qu'il y a des centres de service qui bossent bien. J'ai pas eu la chance de... Enfin, quand je parle de centre de service, c'est des trucs de 50 développeurs, 50 juniors qu'on empile chez Capgemini et qui vous font un truc que vous savez pas ce que c'est. Eux non plus le savent pas. Et en fait, ça peut pas marcher comme ça. Je suis persuadé que si tu as du sens dans ce que tu fais, même si c'est un métier, c'est pas fun de faire de l'assurance, mais si tu sais que ce que tu es en train de coder là, c'est pour aider le gestionnaire à faire suivre, à faire évoluer un sinistre, à faire avancer un sinistre pour un client et tout, c'est vachement plus intéressant de faire ton code en fait, et d'avoir envie que ça marche bien et d'avoir envie que ça réponde aux besoins. Quand tu comprends ce que tu fais, quand tu as du sens à ce que tu fais, je pense que c'est un premier pas vers la qualité, quoi. Et ça donne du sens à ton effort en fait. Tu sais pourquoi tu bosses et tu n'es pas en train de faire un truc que tu as l'impression qu'il ne servira à personne. Pareil, vous pouvez avoir des expériences différentes que moi, n'hésitez pas à le dire. Moi, encore une fois, c'est subjectif. Il y a peut-être des gens qui ont bien bossé avec des centres de services, encore une fois. Tac. Donc, un dernier truc, c'est pas le dernier d'ailleurs, mais un autre truc, c'est que l'agilité exige de la rigueur. Alors, encore une fois, j'ai souvent vu des raccourcis comme ça. Maintenant, avec les équipes agiles, les mecs, ils font ce qu'ils veulent et tout. Enfin, c'est sûrement pas ça. Et d'avoir plus de liberté dans son travail, ça implique d'être beaucoup plus rigoureux.
en termes de documentation, en termes de documenter nos choix en termes d'architecture ou de code source, hein, peu importe. C'est vraiment rédiger des... Alors moi, je fais des archilogs comme ça, en fait, c'est un journal des choix d'archi. Ça peut être des ADR, des choses comme ça. Tout documenter pour se rappeler pourquoi on a fait un choix. Encore une fois, dans la culture de la prod, dans les équipes produits, c'est de rédiger des post-mortem systématiques. Aujourd'hui, nous, on a des équipes qui encore ont gardé leur fonctionnement historique. Moi, je me bats contre ça sur l'app mobile en ce moment Maïf, où en fait, ils ne regardent même pas le monitoring pour gérer s'il y a des alertes, s'il y a des 404 ou des 501 ou des machins qui partent. Ils ne regardent pas. Ils mettent en prod leur version, ils ne regardent pas, c'est quelqu'un d'autre qui les préviendra s'il y a un souci. Et ça, je trouve ça, c'est des trucs, ça ne me sort pas les yeux. Et du coup, cette culture de la prod, elle est indispensable, et il faut la porter, il faut l'incarner dans les équipes produits. Et c'est vraiment, c'est pas juste en plus à chaque fois qu'on a un incident, il y a eu cet incident, pourquoi je l'ai eu, qu'est-ce que j'aurais pu faire, et si je peux pas le corriger tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour mieux réagir la prochaine fois. Et ça, c'est de documenter, de l'écrire. Il y a plein. Aujourd'hui, il y a des trucs typiquement où vous allez sur GitHub, vous pouvez dans GitHub même tout faire ça, tout mettre au même endroit, le code source. Un Kanban, même si vous voulez, c'est automatisé avec les issues, on peut tout faire. On peut mettre un wiki, je dis GitHub, mais GitLab fait pareil. Mais on peut vraiment avoir des outils orientés IT qui sont, mais vraiment IT technique, hein, encore une fois, pas Jira ou choses comme ça, qui permettent de documenter, d'avoir tout au même endroit et d'avoir au plus près du code les issues, au plus près du code les wikis. C'est vraiment assez intéressant de faire ce genre de choses. Dans la rigueur, il y a aussi définir des standards. Typiquement, un truc tout bête, c'est mon format de date. Si entre mon domaine métier A et mon domaine métier B, on n'a pas le même format de date, ça peut vite foutre la merde pour une connerie en fait. Les formats de date, ça a toujours été chiant en informatique. Mais en gros, c'est un truc à se poser. Ici à la Maïf, on gère la date comme ça. Et personne ne doit faire autrement. Donc c'est un exemple assez simple, la date, mais c'est même par exemple dans la façon de faire des références d'événements, par exemple, pour retrouver des ID techniques ou des choses comme ça. Il faut qu'on ait la même façon de faire. Faut aussi avoir la rigueur de ne pas exposer sa complexité à l'extérieur, en fait. En gros, moi, dans mon domaine métier A, ce que je dois exposer par API ou par un événement Kafka ou peu importe, en fait, c'est un truc qui a du sens pour le mec d'en face. Je ne vais pas lui faire un message pour lui, parce que c'est son métier à lui. Par contre, je ne vais pas lui exposer ma donnée technique. C'est-à-dire que j'ai un cas comme ça à la Maïf, où en fait, quand on crée un nouvel événement, dans le sens, un événement, ça va être un acte de gestion sur un sinistre. En gros, la référence événement qui est traitée, c'est la concaténation de la date, de la référence de la personne et de la référence de je ne sais plus quoi. Mais à aucun moment, on expose la référence événement telle quelle. Ce qui fait que n'importe qui veut consommer ce truc pour savoir de quoi on parle, il est obligé de reconstruire lui-même avec son algo la référence événement. Ça, c'est complètement débile. Il faut avoir la rigueur de ne pas faire ça. Il faut avoir la rigueur de ne pas exposer sa complexité et de simplifier l'accès à ces données. Après, il ne faut pas formater ces données pour A, pour B, pour C. Il ne faut pas aller jusque-là non plus. Et... Une question sur la partie hypothèse et standard. Ouais. Soit la Maïf ou d'autres grands groupes que moi j'ai pu croiser, les standards c'est bien, mais le plus dur c'est que les gens les utilisent. Ouais. Et en fait, soit on se base sur la confiance, ils ont promis les gars, on fait dans la main et notre date elle sera toujours au format comme ça. Le plus dur c'est ça. En fait, il y a toujours des cas où ça sera mal fait. Je suis d'accord avec toi. En fait, nous, ce qu'ils font là, il y a le principe d'équipe produit et le principe de guilde de compétences techniques, qui se recoupent. En gros, tu as l'équipe produit et tu as la guilde qui est transverse. Et les développeurs qui sont dans une équipe produit, ils sont dans la guilde de développement. Et il y a normalement, régulièrement, des échanges intra-guilde, que ce soit développeur, lead développeur, pour statuer ces choix-là et les entériner et qu'ils soient diffusés auprès de toutes les équipes techniques. Après, il y aura toujours des cas où il y aura un type qui arrivera, qui n'aura pas eu l'info et puis qui ne le fera pas bien. Enfin, je pense que malheureusement, encore une fois, il faut accepter que des fois tout ne marche pas bien, quoi. Ça veut dire que participer à la guilde, c'est obligatoire chez vous? Ah, mais le rattachement hiérarchique, c'est la guilde. D'accord. En fait, dans l'orga qui est faite. Enfin, la guilde, ou on peut appeler ça comment, un équipage, je ne sais pas. Enfin, Mais c'est une partie, la compétence technique transverse, en fait, là où il y a des silos produits, quoi. D'accord, c'est pas rattaché au produit. Alors, l'activité du développeur, elle est rattachée au produit. Ouais. Son supérieur hiérarchique, c'est son responsable de guilde. Oui, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est pas
c'est pas cloisonné par produit où le responsable hiérarchique du développeur. Ben, si quelque part le responsable du produit, il va commander un peu le dev, tu vois, enfin, Oui. c'est un peu logique. Fonctionnellement. Mais fonctionnellement et tout, mais en gros, il sera pas. Ouais, Et le dev fait partie d'une équipe de dev. voilà, et qui est censé être animé en dehors de son équipe produit, pour qu'ils puissent se croiser. Il y a pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Ils se font des espèces des petites conférences comme ça, entre midi et deux. Toi, enfin, déjà, ils font des conférences comme ça où en gros, les mecs votent pour un truc sur YouTube, une conférence YouTube qu'ils regardent tous ensemble, et en mangeant une pizza, toi, des choses comme ça. Et sinon, ils ont même, je crois que c'est une après-midi tous les 3 mois, où les développeurs viennent faire des conférences pour les autres développeurs, en fait. C'est de la conf interne, ils appellent ça. Et du coup, c'est des initiatives assez cool, je trouve, dans l'animation des guides, justement, de ces équipes transverses très techniques. Après, on a aussi créé une brique, un étage. Tu sais, avant la Maïf, je pense que c'était le cas dans plein de boîtes, tu n'avais pas vraiment de possibilité d'évolution si tu étais développeur. Toi, si tu étais technicien ou que tu étais technicien et il fallait être manager pour progresser. Là, tu vois, ils ont fait une hiérarchie quand même, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup chez Google et tout, hein, de niveau de développement en gros. Toi, on peut devenir lead développeur, avoir un peu une responsabilité un peu différente, mais continuer à coder et pour autant gravir un échelon dans le truc. Ça, c'est très nouveau. Et ça permet aussi ces lead développeurs de porter cette fonction d'assurer qu'on prend bien le bon format, d'assurer qu'on prend bien la bonne méthode, le bon pattern, le bon machin. Le lead dev a un peu plus de... Il y en a un peu moins et ils sont un peu plus de... Bah, c'est pas les débutants, quoi. Donc ils doivent porter aussi ça. Et les bonnes pratiques de code et tout. Et du coup, le dernier point, c'était ne pas tout mélanger, être rigoureux pour pas tout mélanger. En fait, c'est même dans la construction de son appli, peu importe quel type d'appli, en fait, c'est d'essayer de ne pas mettre dans le même fichier, dans le même fichier, ouais, le code technique et le code métier. J'entends par exemple des règles de gestion métier doivent être à un endroit précis dans mon code et ma façon de me connecter à ma base Postgre à un autre. Ce qui fait que si je change un jour de base Postgre, j'interviens pas sur mes règles métiers. Enfin, si je change de type de base de données, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis, mais c'est vraiment même à l'intérieur de son app, il faut presque découpler le technique et le métier, quoi. On est d'accord que tu parles de méthode en fait. Avec ce slide. Ouais, mais c'est pas une méthode, comment dire, c'est pas de la théorie. Enfin, je l'entends pas comme ça. Mais j'ai pas l'impression en tout cas. C'est des exemples pratiques, on va dire. Voilà. Mais après, il y a forcément de la méthode quelque part. C'est juste moi ce qui m'énerve j'ai accentué le truc sur la méthode tout à l'heure parce que je vois tellement de gens qui appliquent les méthodes, les principes agiles, les dogmes agiles bêtement en fait, sans réfléchir que le contexte s'y prête pas. Et c'est ça que je trouve cool. C'est pas être agile en fait d'appliquer un truc sans réfléchir au contexte. Du coup, un truc important aussi, alors là c'est un truc que moi qui me tient vachement à cœur et qu'à la Maïf je ne vois pas assez. Je suis persuadé que si on fonce tout le temps à fond, on se tape un mur, on finit par se taper un mur et de se gaufrer. Donc je pense que l'agilité, ça exige de prendre du recul sur ce qu'on fait. Typiquement, on parle d'amélioration continue. Toujours à sprinter sur toutes les nouvelles features, on n'a jamais le temps de reprendre ce qu'on fait, on n'a jamais le temps de mesurer si ça marche ou pas, on n'a jamais le temps de comprendre ce qu'on a bien fait ou pas, de rattraper une certaine dette s'il y a des montées de version. On n'a jamais le temps de faire ça si on fonce tout le temps sur les nouvelles features. Et je trouve que c'est un biais de l'application de l'agilité chez nous. C'est qu'en fait, on croit que c'est juste sprinter sur des features, en fait, alors que c'est pas du tout ça. La culture du crush infini, là, comme c'est très connu dans le jeu vidéo, où, où on met les équipes sous pression, sprint par sprint et tout, mais ça fait que du mal à la fin, quoi. Ouais, du coup, j'ai pas compris. Maïf, vous arrivez à prendre ce temps-là? Bah justement, je trouve pas assez. C'était ça mon retour. Parce que c'est le truc le plus compliqué, Ouais. surtout et au niveau des équipes de réalisation, mais surtout au niveau des mandataires et puis des directions, de faire accepter ça, cette prise de recul. Et de faire comprendre que ça a de la valeur, en fait, de faire ça. C'est ça. Parce que nous, tu vois, on a des business owners, du coup, qui, typiquement, sur l'app mobile, on a un business owner qui veut qu'on livre ça pour vendre, parce qu'il a un objectif de contrat et tout. Mais il n'inclut pas dans son truc que là, il faut prendre une semaine, on arrête, et on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qui ne marche pas, on refait un tour du tout le monitoring, toute la supervision, machin. Et c'est vrai que je trouve c'est une erreur qui est faite. Alors je sais pas, à la Maïf, je le trouve assez trop présente, cette erreur-là.
Et c'est vraiment dans la gestion de l'équipe produit au quotidien. Il faut s'arrêter, quoi. Alors déjà que les sprints définis sur tant de semaines, moi ça m'énerve, parce que je trouve qu'on devrait mieux d'avoir un sprint sur un périmètre fonctionnel plutôt que sur un délai de date. Mais ça, c'est à la limite, il y a du débat, il n'y a pas de souci. Mais le coup d'être tout le temps à fond, en fait, je trouve ça complètement improductif, sachant que si on en arrive au travers, qu'on doit livrer à la fin du sprint forcément, et que du coup on livre un truc qui n'est pas fini, qu'on va déjà corriger, mais c'est le principe qu'on avait sur le cycle en V en fait, donc pourquoi on recommence ça et en plus, faire quelque chose de bien, ça prend du temps, la qualité, ça prend forcément du temps. Au final, tu n'as rien qui sera moins cher qu'un truc qui marche bien et qui est qualitatif. Même si on a mis 3 semaines de plus à le faire, même si on a pris du recul et on a changé 2 fois de façon de faire parce que c'était pas performant, ça sera toujours moins cher si c'est de la qualité à la fin. Même si on a mis le double de temps à le faire, quoi. Il y a des équipes produits qui font la journée sans pause, des trucs comme ça. Il y a même des endroits où ils font des sprints de respiration. Pour moi, c'est ça, c'est même ça. C'est même ça. Enfin, une journée, c'est pas suffisant, je pense. Nous, on a commencé du coup, parce que je m'étais un peu engueulé avec ma responsable d'équipe, mais on a commencé à faire des semaines blanches, ils appellent ça. Mais du coup, il y en a une tous les 8 sprints, donc c'est pas suffisant. Mais déjà, c'est un premier pas. La semaine, même pour faire de la veille, ça peut être intéressant aussi que les développeurs ils fassent de la veille, surtout dans un écosystème où je suis sur le mobile là, donc il y a quand même beaucoup de nouvelles choses. Mais en fait, c'est un peu une des conclusions qu'on verra tout à l'heure, mais l'agilité, c'est pas juste faire plus vite, faire plus de choses pour moins cher, c'est pas ça en fait. Enfin, je pense qu'on se trompe complètement c'est faire des choses mieux. Tout à l'heure, tu disais, partir from scratch, ça permet de faire des grandes choses beaucoup plus vite, etc. Du coup, c'est vrai de base en opposition à l'autre exemple que tu montrais. Du coup, le fait de ne pas prendre de recul, de ne pas se laisser le temps de regarder ce qu'on a fait, en tirer finalement, on fait forcément de la dette. Ouais. Et finalement, rapidement, même from scratch, même avec les meilleures intentions du monde, avec même pas de turnover, des gens qui connaissent la norme, forcément, on va empiler de la dette sur de la dette. Et au final, ton application toute neuve, elle est déjà pourrie. Ouais. Mais après, je t'avoue que je suis pas moi, la dette, ça me dérange pas forcément. En fait, c'est normal d'avoir de la dette dans la technologie, dans l'informatique. Par contre, il faut que ça soit pris en compte dans nos roadmaps ou je sais pas quoi, dans nos backlogs, qu'il y a ça à gérer et que c'est de la valeur ça a un coût et ça crée de la valeur de le gérer en fait. Et c'est pas juste qu'on repousse parce qu'on veut mettre la nouvelle feature. Et je pense que c'est trop souvent le cas en fait. On oublie que ces trucs-là, le socle technique de mon machin, c'est indispensable pour que ça marche bien et tout, quoi. Parce qu'après, la dette en elle-même, moi, c'est un concept qui me gêne pas trop. C'est normal quand tu fais de l'informatique, tu fais de la dette en fait. Ton truc il sera toujours désuet dans 6 ans. C'est forcé, c'est la règle du jeu, quoi. Donc en fait, qu'il y ait de la dette, ça me dérange pas. Par contre, il faut intégrer ça. Il faut accepter qu'il y en ait et il faut l'intégrer pour la diminuer. Qu'il y en ait, c'est pas gênant. Qu'il y en ait beaucoup trop, c'est gênant. Et du coup, donc la prise de recul, parce que le cycle de vie d'un produit, en fait, c'est pas du tout pour moi, c'est pas une succession de sprints. D'ailleurs, si on fait que des sprints, c'est même plus des sprints, c'est juste un rythme de croisière trop rapide. C'est vraiment une course de fond quand on fait un produit. C'est pas, il faut se prendre le temps de souffler, il faut prendre le temps de prendre sa boussole. Alors c'est l'image que je mettais après, mais de prendre sa boussole pour s'orienter, je pense que c'est vraiment une connerie de foncer sur les features à tout prix et de pas prendre du recul sur ce qu'on fait et de pas mesurer ce qu'on fait. La réussite et peut-être qu'à un moment donné, on aurait pu se rendre compte 6 mois plus tôt que on était dans l'erreur si on avait pris une semaine pour mesurer un peu ce qu'on faisait, quoi. Parce qu'encore une fois, se planter, c'est pas grave. L'agilité doit permettre ça. Comme on réduit quelque part les coûts de time to market, en fait, on peut se permettre aussi d'être plus audacieux parce que du coup, ça coûte un peu moins cher de faire une connerie. Et on peut revenir plus facilement en arrière. Mais il faut s'en rendre compte qu'on fait une connerie. Il faut se donner les moyens de s'en rendre compte. Et il faut vraiment garder de l'énergie, je pense, pour les vraies difficultés. Parce qu'il y en a dans la vie d'un produit. Et c'est sûrement pas en se foutant la pression sur des livraisons de features que... Alors après, il ne faut pas non plus se tourner les pouces, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je ne pense pas qu'il faille vraiment sprinter à tout prix sur des nouvelles features tout le temps. C'est vraiment un biais assez répandu dans l'application de l'agilité.
Dernier point de ce que l'agilité exige quand même, c'est l'implication de toute l'entreprise. Alors si vous êtes dans des grands groupes comme la Maïf, je pense que vous comprendrez vite de quoi je veux parler. Donc déjà côté RH, parce que l'agilité, ça va être des équipes produits réduites, mais aussi peut-être plus de mobilité entre les équipes, donc mobilité de rôle, de poste, de compétences. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à rénover côté RH. La Maïf a bien avancé là-dessus, mais ça a mis du temps. Mais maintenant, au bout de 4 ans, on a un truc un peu plus mature, qui a apporté la notion de mission en fait, dans une carrière. Donc on n'est pas forcément un changement de poste pour changer de boulot. On peut avoir des missions temporaires ou des détachements. Après, moi, un gros point noir à l'agilité, je pense, c'est le monde de la comptabilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un monde qui n'est pas prêt à ça. Encore une fois, ils ont leur raison, ils ont des obligations légales et tout, mais tout ce qui est achat, tout ce qui est gestion des portefeuilles jour-homme, là, enfin, c'est des trucs, c'est aberrant. Nous, on doit faire de l'agilité en devant gérer à 4 ans la charge sur l'entreprise. Enfin, c'est pas possible, c'est juste... Mais il faut quand même donner tant de jours-hommes sur tel truc et tout. Comment tu es agile quand tu fais un programme sur 4 ans, je ne sais pas. Enfin 4 ans, je ne sais pas, c'est peut-être 2 ans, mais l'idée est là. Mais même dans les processus d'achat par rapport à des fournisseurs, typiquement quand il faut valider avec les services juridiques du coup, que le fournisseur est bon, qu'il faut lui faire valider tous les points de sécurité. Alors c'est bien ça de faire ça, mais au bout d'un moment, quand on veut faire un MVP, donc c'est-à-dire qui est censé être une version minimale mais viable d'un produit et qu'on doit aller vite et qu'on a besoin de ce partenaire-là, mais que la contractualisation prend 6 mois, on l'a dans l'os, quoi. Et c'est encore une fois d'expérience, ça arrive. Parce que le fournisseur, il est néerlandais, il n'est pas machin, donc du coup c'est compliqué, on n'arrive pas à se parler, et puis qu'il faut que ça rentre dans le contrat Maïf, et on ne peut pas faire une entorse au contrat Maïf qui a été, au modèle de contrat qui a été fait il y a 20 ans. Encore une fois, j'exagère, hein, c'est volontaire, c'est pas si mal que ça, mais c'est un peu, enfin, faut comprendre l'idée de fond. Si on veut être agile, il faut aussi que les autres services hors informatique s'adaptent à ça, et c'est pas forcément facile. Et des fois, c'est même pas de la mauvaise volonté, hein, c'est que typiquement la compta, ils sont obligés de prévoir des chiffres à 1 an, 2 ans, et c'est même pas de leur choix, ils peuvent pas vraiment être agiles, quoi. Ils ont des obligations, et même là c'est l'ambivalence de la direction, c'est que la direction veut ces chiffres-là, mais veut qu'on soit agile. Donc du coup, bon, c'est pas toujours simple d'allier tout ça. Même au niveau contractualisation, on n'a pas encore trouvé le modèle miracle. Enfin, ce serait connu déjà, ce serait partagé. Mais il y a toujours, que ce soit ensemble de services ou pas d'ailleurs. Ouais, non, puis et en plus c'est normal, le côté juridique, imagine si eux ils veulent aller plus vite, puis ils trouvent un contrat, qu'après il y a une faille dedans, puis que ça se retombe, c'est de leur faute. Donc eux ils se blindent, toi ils se protègent. Mais du coup c'est pas adapté. Typiquement nous on a des choses où si on veut faire donc une proof of concept avec un partenaire, on avait le cas nous sur un truc, une librairie qu'on mettait dans l'appli mobile et qui permettait de partager son écran en co-browsing en fait. On pouvait partager son écran en direct avec le gestionnaire, l'écran de son mobile. Ce truc-là, ça fait 2 ans que la solution technique est prête, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de contrat avec eux, parce que du coup, c'est des Américains, et eux, ils passaient tellement de temps avec l'équipe juridique Maïf pour un proof of concept, c'est-à-dire ils achètent 10 licences, donc ça leur apporte rien. Ils ont dit on arrête, parce que ça nous coûte trop cher en temps passé à rédiger le contrat par rapport à ce que ça va nous rapporter, alors qu'on n'a même pas d'assurance que vous allez prendre un truc à plus grande échelle derrière. Et là, du coup, le sujet est reparti, parce qu'on a trouvé que c'est distribué par Genesis, du coup, côté téléphonie, donc on va rechoper la même solution, mais par distribué en France, donc ça sera plus simple. Mais on a un truc qui marchait, on a une équipe dédiée, nous, à l'accompagnement sur le web et sur le mobile pour nos clients. Et eux, ils réclamaient ça, quoi. Parce que quand quelqu'un leur dit au téléphone, mais je suis devant ça, comment je fais, ils ne voient pas le truc, c'est super dur d'accompagner les gens. Et surtout que on a quand même beaucoup de personnes, nous, qui sont des enseignants retraités, hein, donc pas tous à l'aise avec les trucs digitaux, donc c'est assez compliqué de les accompagner. Ils demandaient ça, et en 2 ans, on avait le truc, on n'a pas pu le mettre, quoi. Non, pour le coup, de faire du streaming de flux vidéo, c'est pas trop notre métier. Mais là, ça deviendrait un peu compliqué. Se rajouter à ça le fait que maintenant, les données, faut que ça soit forcément processé en Europe, machin. Donc ça, c'est plutôt légitime, mais du coup, ça rajoute de la complexité au truc. Mais du coup, tant que tu restes dans ton IT, dans ta DSI, c'est plus facile d'être agile que quand tu commences à faire intervenir les autres pans de l'entreprise qui sont, eux, pas forcément prêts à ça. Donc, on va arriver à la conclusion. Je sais pas du tout. T'as pas de recette miracle non plus pour chaque étude. Non. Et je me suis...
Par contre, l'agilité m'a appris un truc, c'est que j'ai appris à être patient. Parce qu'à un moment donné, je pouvais m'énerver, enfin, vite, vite m'insupporter, je ne sais pas comment dire ça, de cette lenteur et tout. Puis en fait, tu te rends compte qu'en s'intéressant à ce qu'ils font, que en fait, c'est pas que de la mauvaise volonté de leur part. Même si des fois, il y a un côté rigide, je pense, assez systématique, assez systémique chez les juristes. C'est pas que ça en fait, c'est juste que des fois ils mettent en danger l'entreprise et voire ils exposent même le PDG en fait s'ils font un mauvais choix de contrat quoi. Enfin, ils exposent la responsabilité de personne du PDG. Enfin c'est assez, ça peut se comprendre du coup qu'ils prennent 30 000 précautions, mais c'est vraiment un problème pour l'agilité du coup ça. Ah ben conclusion. Hop. Donc ouais, l'agilité, c'est la super conclusion de. Oui, mais attention, voilà, tout ça pour ça. Après, j'ai fait. Ouais, du coup, c'était attention parce que c'est super exigeant en fait. Et faut avoir conscience dans quoi on se lance. Et c'est sûrement pas. Si on fait un masque d'agilité sur les méthodes cycle en V, ça n'a jamais marché. Il faut vraiment aller dans profondeur dans le truc. Parce qu'on va vite se retrouver sinon à avoir les inconvénients des deux mondes. Et pas les qualités des deux mondes. Donc voilà, la conclusion. Alors j'ai essayé de tout résumer là-dedans. Donc c'est un slide conceptuel un peu. Ici, donc ouais, il suffit pas de changer d'orga en disant on va faire comme Spotify ou je ne sais quoi avec des trials. C'est vraiment faut que la posture de chacun change en fait. L'agilité c'est ça le pivot de l'agilité, c'est la personne, c'est pas l'orga. C'est l'implication de la personne dans son truc. Même si l'orga va aider, va donner les bonnes conditions, mais s'il n'y a pas un pivot personnel, il n'y aura jamais d'agilité. Et du coup, tous les composants pour moi qu'il faut pour arriver à une agilité à l'échelle, avec les limites que j'ai dit avant, c'est tout ce que j'ai résumé là. Donc il faut, en termes de construction de produits, il faut du découplage, de la rigueur, de la compréhension, de la prise de recul. Il faut aussi pouvoir impliquer les RH, la compta, toute l'entreprise dedans. C'est vraiment un mouvement d'entreprise. Et il faut s'appuyer là-dessus sur une bonne infrastructure, des bons outils et des patterns d'architecture et d'organisation qui vont dans ce sens-là, quoi. Donc le slide est un peu... c'était juste pour me faire plaisir, ça, le slide conceptuel. Tac. Et pour terminer, donc ouais, on reste sur cette conclusion que c'est bien l'agilité, mais il faut faire super gaffe et que c'est pas magique. C'est sûrement pas faire plus vite pour moins cher, c'est faire mieux, et en se donnant les moyens de s'adapter en continu à un contexte interne et externe en mouvement. Donc c'est un peu ce que j'ai dit au début, hein, mais c'est vraiment ça le principe, c'est on va vers l'agilité pour faire quelque chose de mieux, mais c'est sûrement pas pour coûter moins cher seulement. Enfin, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil de croire ça. Il y a des vrais leviers là-dessus pour la réussite des équipes produits orientées agiles, c'est l'optimiser l'expérience de développement. En gros, c'est que je parle au sens large dans le développement, c'est pas juste le développeur, ça peut être le UX designer, ça peut être tout ça. Mais c'est en fait mettre dans les bonnes conditions les gens pour apporter la valeur qu'ils ont apportée et la valeur métier, qu'ils la comprennent en fait, qu'ils la saisissent et qu'ils s'en emparent. Donc c'est donner du sens à l'effort technique et technologique et que ça, il faut que ça soit intégré, que cet effort technique et techno, c'est ce qu'on parlait de dette tout à l'heure, il faut qu'elle soit intégrée dans les enjeux business en fait. Parce que même si ce n'est pas visible pour un utilisateur, c'est un enjeu business à moyen et long terme de payer cet effort technique. Et c'est surtout prendre le temps de bien bosser. Parce que si on va trop vite, ça n'avance à rien. Voilà. Je pense qu'on est dans les temps à peu près. Merci à vous. Oui, d'abord une remarque. Tu ne m'as pas fâché, contrairement à ce qu'a dit Stéphane Philippa. Moi, je suis assez dans cette approche-là, c'est-à-dire que quand je fais des missions, je dis à mon mandataire, qu'il soit manager, tech lead, je ne sais pas, directeur, je lui dis si je fais bien mon travail, dans quelques temps, vous ne me voyez plus. Et je suis d'accord avec toi, l'agilité, il y a besoin peut-être de se faire accompagner pour la mettre en place, pour donner des idées, pour voir ce qui existe déjà aussi en interne, parce qu'il ne faut pas tout effacer non plus, mais pour accompagner les équipes vers de l'agilité. Par contre, je suis d'accord, après, ce rôle-là, ça doit être les gens sur place. Ouais, ça doit être distribué dans l'équipe en fait. Après, des fois, je comprends mieux la présence d'une personne qui incarne ça quand c'est des équipes très grandes. Parce que du coup, ça implique d'avoir une vraie... Justement, s'occuper de Jira quand tu as une équipe produit 30 personnes, c'est un temps plein, quoi. Enfin, et ça devrait pas, mais c'est un temps plein. Donc il faut quelqu'un qui le fasse. Après, Après, c'est peut-être une erreur qu'il y ait 30 personnes dans l'équipe aussi. Tu vois, il y a peut-être d'autres... Enfin, surtout quand... Mais c'est...
Tu sais, c'est comme DevOps. Pour moi, c'est pareil. Tu sais, au bout d'un moment, même à la Maïf, on a fait ça à un moment donné. On voulait faire du DevOps, donc on a mis une personne de plus entre le Dev et l'Ops, quoi. Enfin, c'est complètement con. Enfin, toi, ben non, puis du coup, enfin, ils se parlent encore moins, les gens. Enfin, toi, donc, c'est... Mais tu sais, c'est le... Entre l'idée de fond et l'application, bah, c'est jamais facile, quoi. Et il y a des gens qui se rendent pas compte ils se sont fait vendre des trucs sur Slide et puis du coup ils appliquent des... Enfin, toi, ils se rendent pas compte, mais c'est normal quelque part, ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas les pieds ancrés dans le métier du quotidien. Donc, enfin, pour le coup, mais c'est vrai que moi, je me dis que si dans une équipe on doit avoir 2 Scrum Masters, parce que je vois ça à la manif, c'est qu'on se trompe en fait. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation de l'équipe. Et encore une fois, c'est pas le métier de Scrum Master qui est gênant, c'est pas le rôle à porter, c'est que c'est pas normal. Comme quand moi j'ai déjà vu un truc où ça marchait pas bien, ben on rajoutait un Scrum Master. Toi, non mais toi, puis c'est pas, enfin c'est comme à l'époque rajouter un chef de projet parce que le projet part en couille. Toi, c'est débile. C'est pas, ça peut être bien, mais il faut que d'abord, c'est pas une réponse systématique. Voilà. C'est pas une réponse systématique qui corrigera tout en fait. C'est pas juste ça quoi. Faut comprendre pourquoi ça marche pas bien et puis. Enfin, bon, voilà. Je crois qu'il y avait une question, Fabien. D'abord. Non, moi j'avais rien. Moi j'ai un troll et une question. Tu as parlé d'agilité à l'échelle, tu n'as pas parlé de safe, c'est bizarre. Ça c'était pour le troll. Pour le coup, tu n'as pas besoin de répondre. Non, j'ai pas eu le temps de la poser ma question tout à l'heure. Tu parlais de tout ce que d'où partait la Maïf. Mhm. En disant voilà, on a ça, on est conscient que machin, tout ça, que c'est pas évident. Et en fait, est-ce que tu as été dans les décisions ou est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qu'a fait le levier pour dire ok, on sait qu'on a un SI qui a 40 ans, on sait qu'on a du legacy, on sait que c'est un peu sclérosé sur certaines places, on sait que ça va pas se faire tranquille d'aller vers l'agilité, mais on y va quand même. Parce qu'en fait, pour moi, de ce que j'ai vu dans certains gros groupes, c'est qu'à un moment donné, en fait, on n'ose plus rien bouger. Et on se dit ouais, l'agilité c'est cool. Et un peu comme tu répondais à Fabien, c'est cool quand on commence de rien, ça a l'air d'être vachement plus simple. Ouais. Mais comme au final on a plus de vieux projets que de jeunes projets, on bouge rien sur le legacy entre guillemets. Mais je pense que nous, le déclic qu'a fait on va vers ça, déjà c'est une ambition de la direction. Je pense que c'est pas une ambition de l'informatique, je pense pas. En fait, il y a un point de départ à tout ça, c'est vraiment la transformation digitale. Je pense qu'on a un PDG qui a été très... je pense qu'il a su anticiper ça peut-être plus que d'autres dans notre concurrence directe. Et nous, dès 2018, on a commencé à se poser des questions. En fait, un des premiers trucs sur lesquels j'ai bossé à l'époque, les produits open source qu'on avait au début, en fait, ça vient de là. En gros, on avait une commande, c'était très exploratoire de Murger, donc du PDG direct. C'était si on devait faire notre SI d'assurance, si on se crée aujourd'hui, comment on ferait? On a créé une plateforme de service sur Clever Cloud, du coup, où en fait, en très peu de temps, en faisant à côté, on a pu faire pratiquement sortir des produits sur l'accompagnement des ménagements et tout. Je crois qu'en 3 mois, le premier produit tournait. En 3 mois. Mais vraiment tourner en prod, avec un API management Autoroshi maison, plein de briques comme ça. C'était très rapide. Par contre, après, encore une fois, quand il a fallu leur tricoter pour brancher faire des liens réseau, machin, c'était plus compliqué. Mais je pense que le sens de l'agilité est né là, la Maïf. Et on s'est rendu compte en fait qu'avec la transformation numérique, il y avait le côté nouveaux usages et pire encore le côté nouvelle concurrence. Et je pense qu'il fallait s'armer à ça. Il y a un truc que j'aime bien, c'est la responsabilité, que du coup parlait notre PDG à l'époque, c'est la responsabilité sociale. À un moment donné, il y a un contexte qui change et on doit nous assurer. Moi, typiquement, je suis Niortais, tu vois, si la Maïf ferme, dans 10 ans, dans 20 ans, Massif fermera aussi. Il y a des chances que eh ben, ça veut dire que l'endroit d'où je viens, c'est une zone sinistrée, quoi. C'est les terrils du Nord, quoi. Enfin, du tertiaire, mais c'est ça. Et du coup, de se dire qu'à un moment donné, maintenant, il faut aller vers l'agilité maintenant, parce que on va avoir été concurrencé par Amazon, par Google, qui auront des datas qui permettront de tarifer 10 fois mieux que nous. Du coup, il faut se préparer maintenant à se diversifier et à pouvoir faire évoluer nos offres facilement. Et bien pour faire ça, il faut être agile en fait. Je pense que le point de départ, c'est ça. Et c'est vraiment moi je le prends vraiment comme il y a un constat social, c'est qu'on peut être en danger. À court terme, on n'est pas en danger, on est des boîtes qui vivent bien. À 15-20 ans, on peut être en danger. Comment ce risque social-là, on le couvre, quoi. Et je pense du coup, heureusement que la DG voit ça. Enfin, c'est même leur métier, quoi. Ouais. Mais je l'ai compris comme ça, moi, en tout cas.
Alors après, est-ce que c'est explicitement dit comme ça? Je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai capté. Mais du coup, là, c'est vraiment la situation, on va dire, idéale pour mettre en place l'agilité. C'est un PDG qui prend une décision, qui donne la confiance, les clés du camion, en tout cas sur un projet, on va dire une équipe de dev, en leur disant montrez-nous ce que vous, avec vos compétences techniques, vous êtes capable de faire. Et là, après, ça déclenche tout. Ça déclenche la confiance. Et en fait, Alors, je t'avoue que bizarrement, ce projet-là a été mal reçu en interne. Ah ouais? Parce que ça faisait un peu une équipe de branleurs, de geeks qui fait son truc à part et qui va apprendre à ceux qui font vivre la Maïf depuis 40 ans comment on fait de l'informatique. Ça a été trop perçu comme ça, en fait. On a fait un POC, regardez comment ça marche. Ouais, et puis c'est, regardez, bah ouais, ils ont fait des trucs en Scala et tout, c'est chouette, mais bon, c'est pas ça l'informatique à papa. Enfin, toi, on verra quand ils devront vendre des millions de contrats. Enfin, toi, mais ça, c'est notre faute parce qu'on n'a pas su le brander comme il fallait en interne. Après, j'ai envie de te dire, les conditions idéales de l'agilité, pour mettre l'agilité, c'est sûrement pas d'être dans un grand groupe. Enfin, toi, de base, c'est pas de base, c'est ouais. Parce qu'une start-up, Ouais, c'est facile. Ouais. Plus facile. Un grand groupe, je pense que, encore une fois, comme je disais, hein, tout ne sera pas agile à la Maïf, et c'est pas grave, quelque part, il faut accepter. Et des gens n'arriveront pas à capter ça, et c'est pas grave aussi, quoi. Enfin, au final. Est-ce que tu as vu, en dehors de l'IT, des pratiques agiles émerger dans un métier, par exemple pour mener une transfo, mener quelque chose, qui s'appuie sur les mêmes principes que pour... Ouais, si, ils ont fait, à la Maïf, ils ont fait un espèce de, en gros, d'endroit où les gens viennent pendant 6 mois, différentes antennes du réseau, que ce soit du appel téléphonique sortant, entrant, ou même en rencontre face à face. Et en fait, ils sont un peu dans un espèce de creuset de création, quoi, et ils pensent à des nouvelles façons d'interagir avec les utilisateurs. Et alors, du coup, c'est pas de l'agilité complète, parce que ça va pas jusque les développeurs avec eux pour faire le produit, mais il y a quand même je trouve que c'est une façon agile, en fait, d'appliquer l'agilité à un réseau de gestionnaires, où ça reste le plus compliqué. Enfin, eux c'est presque ils sont pas dans la création de produits, donc c'est pas il n'y a pas vraiment d'agilité quand tu es dans le côté à répondre au téléphone, tu es juste à répondre au téléphone, quoi. Enfin, c'est pas facile, mais il n'y a pas de façon de faire de l'agilité. Là, je trouve qu'ils apportent ça un peu dans le... Il y a eu plusieurs trucs comme ça, on a des exemples aussi. Moi, j'avais fait un truc, alors ça rejoint l'IT, mais à une époque, quand je m'occupais du labo de la DSI, là, on a voulu tester les RPA. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des espèces d'automates qui font des clics à votre place, en fait. Parce qu'on s'était rendu compte, en fait, on s'était rendu compte, parce que je participais à des ateliers toutes les fins d'année, en fait, on pouvait débloquer des demi-journées pour aller aider les gens du réseau, parce qu'ils sont surchargés de tâches, en fait, et il faut finir les tâches avant l'année. Et du coup, j'avais participé à ça pour voir et du coup, on s'était rendu compte qu'il y avait des tâches, en gros, il y avait des millions de tâches, elles étaient juste à clôturer, parce qu'elles étaient créées par erreur par le CRM, du coup. Enfin, par le process, il y a un process qui était mal foutu, en fait, ça créait des tâches qui étaient affectées à des gens, mais il n'y avait rien à faire, quoi. Fallait juste... mais ça créait des heures sup le week-end, pour que les gens les fermaient avant la fin de l'année. Enfin, c'était barjot. Et du coup, en s'impliquant comme ça, en fait, j'ai mis le développeur de RPA dans le centre d'appel, en fait. Et en gros, en 2 jours, il avait fait l'automate qui dépilait des millions de tâches qui servaient à rien par jour. On a économisé des thunes, et les gens ont pu ne pas aller bosser le samedi, en fait. Et c'est débile, mais je trouve ça, c'est de l'agilité. Alors, c'était pas pérenne, parce que c'est un automate qui faisait des clics, donc en gros, c'est complètement couplé à l'interface applicative sur laquelle il est posé, mais en termes de résultats, c'est très agile. Ça, je trouve que tu mets un développeur dans la problématique avec les gens qui en ont marre, qui pèsent parce qu'ils font des trucs qui sont nuls. Eux, ils sont gestionnaires contrat ou sinistres. Ils sont pas là pour faire des boulots débiles de cliquer, quoi, sans apporter d'intelligence métier. Donc du coup, ça, je trouve que c'est des démarches assez agiles, mais ça rejoint quand même l'IT. Enfin, je pense qu'au final, tu as forcément de la technologie derrière maintenant. Tu n'as plus rien qui se fait sans technologie. Enfin, Je propose qu'on pose le reste des questions autour d'une pizza. ouais. Encore merci François. Merci à vous, c'était cool.